Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, quand on va à l'école, on va en classe et en classe, on apprend des choses tous ensemble. Ça semble simple, ça semble évident, et bien ça ne l'est pas tant que ça. C'est ce que va nous expliquer l'invité du Grand Oral, Laurent Reynaud. L'anti-sèche des Maguessel, l'anti-sèche, vous savez, c'est la façon dont l'actualité résonne à l'école. L'actualité météorologique aujourd'hui, c'est ce fond de l'air qui rafraîchit, qui s'humidifie. Le petit a pris froid, il doit rester à la maison, mais vous travaillez, quels sont vos droits? Et Maguessel vous dira tout. L'heure de la récré, toujours avec Emma, petit zoom sur les familles homoparentales. Et puis en fin d'émission, on retrouvera Marie-Olivier pour son cours particulier. On poursuit notre tour du monde de la pédagogie, direction les États-Unis et plus précisément Sudbury. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. S'il est un dispositif pédagogique qui semble absolument évident, c'est bien celui de la classe. On entre en classe, on va en classe, personne ne propose sérieusement de remplacer cette forme par du préceptorat, ni d'ailleurs par de l'enseignement 100% distanciel, surtout depuis qu'on l'a testé. Alors qu'apprend-on en classe et surtout, comment apprend-on? C'est le sujet d'un passionnant ouvrage que publie en cette rentrée Laurent Reynaud. Il est professeur de SVT au lycée Jacques Fédère d'Épinay-sur-Seine, c'est en Seine-Saint-Denis. Titre de l'ouvrage, Faire collectif pour apprendre, des clés pour mettre la coopération au service des apprentissages. C'est un livre qui est coédité par ESF et les cahiers pédagogiques. Laurent, bonjour. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir sur le plateau de la quotidienne. Alors évidemment, le livre, en tant que tel, il est plutôt pour les enseignants. Mais comme on a tous été en classe et que parfois nos enfants y sont encore, vous allez voir, on apprend plein de choses en général. La première, et là je vais paraphraser Simone de Beauvoir, c'est qu'on ne naît pas classe, on le devient. En fait, vous, professeur, au premier jour de la rentrée, c'est il n'y a pas longtemps d'ailleurs, vous avez une juxtaposition d'individus, vous n'avez pas encore une classe. Oui, alors c'est le principe même de ce qu'on appelle la scolarisation. La scolarisation, c'est le fait d'apprendre avec les autres. Et donc l'idée de cet ouvrage, c'est aussi d'aller un peu plus loin, peut-être d'apprendre par les autres et puis aussi peut-être porter une ambition plus large, porter pour les autres. Alors quand on arrive à la rentrée, là c'était le cas il y a une semaine, on découvre justement sa classe. Et là, il y a deux manières de voir. Soit on voit la classe, c'est un ensemble d'individus qu'on pourrait appeler les autres, qui ont leur singularité, leurs différences. Et donc soit on essaye de faire avec, mais c'est tout de suite compliqué parce que chacun a ses particularités et du coup c'est ce qu'on appelle l'hétérogénéité. L'enseignant il doit faire face aux singularités de chacun et du coup il se transforme assez vite en garçon de café. Ou au contraire, on pourrait aussi penser que faire la classe, les élèves sont là ensemble et donc nécessairement, spontanément, ils vont travailler ensemble, ce qui n'est pas forcément... Ça marche pas non plus. Ouais. Donc on a le choix entre un truc très vertical, très autoritaire, ou ce que vous venez de l'image du garçon de café, et vous, ce que vous allez chercher finalement, c'est... Alors c'est pas un entre-deux, c'est plus une troisième voie d'ailleurs. Oui, voilà, c'est en gros de ne pas verser d'un côté ou de l'autre, c'est comme un précipice si vous voulez. D'un côté, il y aurait un collectif idéalisé où tout le monde spontanément travaille ensemble, et puis de l'autre, des individus auxquels il faudrait porter attention singulière. Or, ce n'est pas possible dans des classes à 35 par exemple. Bien sûr. Donc la ligne de crête, c'est d'essayer d'osciller en réalité entre le collectif et l'individu. Par exemple, de faire une activité ensemble, mais de revenir sur ce que chaque élève a éprouvé, a pensé ou a ressenti à ce moment-là. Et donc d'accorder, de jongler, d'osciller entre la singularité de chacun et le commun qu'on construit collectivement dans la classe. C'est un va-et-vient permanent. Le premier défi, avant de faire classe, c'est quand même qu'ils viennent en classe. Oui, bien sûr. Et vous donnez des exemples de dispositifs pour les engager quelque part. Oui, bien sûr, il y a le problème du décrochage scolaire avec les décrochés qu'on peut identifier. C'est naturellement les élèves qui ne viennent pas. Et puis, il y a aussi, c'est ce que j'ai essayé de montrer, un décrochage un peu plus, en filigrane. Ce qu'on appelle les absents présents parfois. Exactement. Donc, je pense que je suis là, je vous regarde parce que j'ai compris, je suis au lycée, j'ai pigé que c'est ce qu'il faut faire, mais en fait, je suis totalement ailleurs. Quoi. Exactement. Ouais. Et donc, du coup, l'idée, c'est de raccrocher un peu tout le monde, c'est-à-dire ces décrocheurs qui ne sont pas là, mais aussi les rangs scolaires, ces élèves qui sont là, mais qui ne s'impliquent pas forcément dans les apprentissages. Yep. Et donc, là, une manière peut-être de faire, c'est justement de mettre le collectif, le groupe, au service de chacun. Et alors c'est ce que je propose, il y a quelques outils qui sont modestement partagés, et après chacun les réadapte un peu à sa manière, mais c'est peut-être de partir du témoignage de chacun. Et je pense que ça s'est vu notamment pendant le confinement, où... Vous êtes rentré dans les familles. Oui, alors c'était pas aussi intrusif que ça. En tout cas, sans être entré dans les familles, on a pu voir ce qui s'y passait un petit peu en termes de conditions matérielles, par exemple, parfois. Et là, même si on a une vague idée de ce qui peut s'y passer, là, on l'a vraiment ressenti et découvert. Et vous ne pouviez pas faire sans. Donc il faut quand même s'intéresser un peu à l'individu, à l'être humain qui sommeille dans les lèvres. Oui. Quand je disais tout à l'heure, on rentre en classe. Quand on rentre en classe, les élèves aussi rentrent. Et la porte, c'est pas un filtre magique avec tout où les élèves se métamorphosent tous en élèves scolaires. D'ailleurs, nous-mêmes, on parle des fois, on peut reprendre un élève en disant là, tu n'as pas ton rôle d'élève. Ça veut dire qu'on les enferme quand même dans un rôle qu'on attribuerait au préalable, alors que cette porte, c'est pas un filtre. Et donc, du coup,
L'idée, c'est d'essayer de faire rentrer leur réel, leur quotidien dans la classe pour s'en servir, pour faire cours et alimenter les programmes. Les pédagogues parlaient je crois que c'était Pernoud qui parlait du métier d'élève d'ailleurs. Oui. On dit que pour engager les élèves, un bon truc, c'est de partir des questions qui se posent. Il y a des pages assez amusantes là-dessus, notamment une séance à vous racontez. Vous dites, moi je suis prof de sciences de la vie et de la Terre. Donc à un moment donné, je me dis, tiens, je vais partir d'une question, quel est le métabolisme de la cellule musculaire? Puis vous vous rendez compte que ce n'est pas non plus la question qu'on se pose tous les matins en se levant. Et donc il y a tout un travail à faire du côté de l'enseignant pour amener à cette appropriation par les élèves. Oui, bien sûr. Alors, je pense que là, il y a aussi deux approches. C'est-à-dire qu'on se voit bien quand on veut traiter le programme, parce qu'on fait partie quand même de l'école publique, et donc il faut faire ce programme, c'est de se dire, oui, mais le problème, c'est que ce qui est dans ce programme, ça n'intéresse pas nécessairement les élèves. Ouais. Alors, on peut apprendre à écrire un problème en rouge, etc., bien répéter, reformuler l'enjeu pour que les élèves l'intériorisent vraiment, mais ce n'est pas pour autant que c'est une question qu'ils vont vraiment se poser dans leur trip. Et donc, une manière de mettre le collectif au service de l'intérêt, pour que ça suscite de l'intérêt, qu'ils aient vraiment envie de répondre à cette question. C'est d'aller chercher. Voilà, c'est encore une fois de partir des singularités, c'est-à-dire de poser une question, une situation, ce qu'on appelle une situation problème, où chaque élève va amener son avis, ce qu'il pense. Je pourrais prendre un exemple assez trivial peut-être, mais on pourrait faire tomber un crayon et dire alors pourquoi ce crayon tombe systématiquement par terre. Mais on va se le demander tout à l'heure si vous voulez bien. On va faire une première petite pause. Semer le doute, c'est ça un petit peu votre but du jeu. Faire société et apprendre, comment on articule ces deux injonctions. On va creuser le sujet avec Laurent Reynaud, mais c'est juste après l'anti-sèche. On retrouve Emma Guessel. Emma, bonjour. Bonjour. Maintenant, je vais douter à chaque fois qu'elle me regarde. Est-ce qu'elle me regarde vraiment ou est-ce qu'elle joue à la journaliste qui me regarde en étant attentive, quoi. C'est terrible ce truc. Je suis toujours très attentive. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, une anti-sèche qui intéressera, on l'espère, les parents, puisque vous nous parlez de leurs droits. Leurs droits, évidemment, en tant que parents d'élèves. On est sur School TV. Absolument. Et si vous êtes parents, vous l'avez tous vécu. C'est lundi matin et votre enfant, pas de chance. Il a de la fièvre, il est malade. Vous décidez qu'il n'ira pas à l'école, sauf que vous, normalement, vous travaillez. Alors, que faire? Eh bien, sachez que le Code du travail prévoit des droits. Dans ce cas-là, je me suis aidée de la juriste Marine Sonnera des éditions Tissot, qui a écrit un article sur la question. Donc, si votre enfant est malade, vous pouvez vous absenter, quelle que soit votre ancienneté, à condition que vous assumiez la charge de votre enfant. Alors, attention, il s'agit d'un congé non rémunéré et possible uniquement si vous avez un certificat médical à justifier pour votre enfant. Ouais, c'est un peu hard, c'est forcément non rémunéré. Alors, en réalité, ça dépend de votre convention collective. Certaines peuvent être un peu plus souples et prévoir que ces journées d'absence soient quand même rémunérées. En tout cas, c'est un droit. Je ne viens pas parce que mon enfant est malade pendant combien de jours? Alors, 3 jours par an maximum. C'est pas obligé que ce soit cumulé. Ça peut être en fractionné. Et ça peut aller jusqu'à 5 jours si votre enfant a moins d'1 an ou si vous avez au moins 3 enfants à charge de moins de 16 ans. C'est 3 jours par enfant ou c'est 3 jours au total? Voilà, c'est là. Il faut bien réfléchir parce que c'est 3 ou 5 jours en tout pour tous les enfants d'une même famille. Ah ouais. Ce qui est, voilà, il faut bien. Donc j'ai 6 enfants, j'ai une demi-journée par grippe, quoi. C'est un petit peu ça, Super. voilà. Et alors là aussi, sachez que ça dépend de votre convention collective. Votre employeur peut aussi peut être un peu plus souple et vous autoriser à vous absenter un peu plus longtemps. Et c'est toujours la même chose, même si la maladie est plus grave? Ah oui, alors depuis tout à l'heure, je vous parle de maladies dites bénignes. C'est un rhume, une grippe, où je me casse le poignet. Mais en cas d'accident grave ou de maladie grave, cette fois-ci, en tant que salarié, vous pouvez bénéficier d'un congé de présence parentale ou vous absenter même plusieurs mois. Oui, parce que dans ce genre de situation, on peut avoir besoin de rester et de s'impliquer énormément auprès de son enfant. Obtenir un temps de travail aménagé pour cela, c'est possible? C'est tout à fait possible et c'est un droit que l'employeur ne peut pas vous refuser. Ça s'appelle un congé parental d'éducation, mais là aussi, il y a certaines conditions. C'est un droit jusqu'aux 3 ans de votre enfant. Il faut que vous, en tant que salarié, vous ayez minimum 1 an d'ancienneté. Et puis ensuite, vous pouvez choisir. Ce congé peut être pris à temps plein ou à temps partiel. Mais si vous le prenez à temps partiel, votre employeur a le droit de décider pour vous les jours où vous travaillez. Par exemple, si vous avez envie de prendre votre mercredi et que l'employeur n'est pas d'accord, il n'est pas obligé de vous donner ce mercredi. On reste sur les petits, ça ne concerne pas trop l'école, parce qu'on est sur jusqu'aux 3 ans. Mais après, c'est toujours possible? Alors, c'est possible, mais dans ce cas, ce n'est plus un droit que vous avez. Et c'est une demande que vous faites à votre employeur et à lui d'accepter ou pas. Voilà. Tadam, on se retrouve tout à l'heure pour la récré? Oui. On va continuer à voir comment faire classe. Grand oral. Certains imaginent que toute classe se constitue spontanément en collectif solidaire, pratique systématiquement l'entraide entre élèves et coopère sur des projets communs qui permettent d'accéder facilement à tous les savoirs scolaires. C'est une citation, elle est extraite de la présentation du livre que publie notre invité Laurent Reynaud. Je reprends ce qu'on se disait juste avant l'anti-sèche sur la façon d'attraper l'intérêt
de l'ensemble de la classe, qui se formule des questions, situation problème, disiez-vous. Et cette idée de, si on arrive à leur mettre le doute, là, on a une vraie chance d'avoir leur attention. Comment vous faites, et notamment en sciences, parce qu'en sciences, il y a des données, c'est pas de la croyance. Oui, alors déjà peut-être qu'on peut réinterroger aussi, parfois on voit le métier d'éducateur ou d'enseignant comme il y aurait là le brouillard de l'ignorance et puis l'enseignant serait là pour lever ou dissiper ce brouillard en donnant la connaissance ou en faisant construire la connaissance par les élèves. Voilà, moi je ne pense pas, un postulat qu'on peut faire aujourd'hui, c'est qu'il y a des élèves qui ne sont pas dans le brouillard, en tout cas qui ont des certitudes. D'ailleurs, ce ne sont pas que des élèves. Ou des croyances, ou des convictions. Voilà, et qui du coup... Ou des savoirs. Voilà, et ils pensent savoir, en tout cas ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. Et donc, du coup, ça ne les gêne pas nécessairement. Donc, je pense qu'au tout départ d'une séance, c'est déjà de créer ce doute en partant du principe qu'il n'est pas présent forcément. Et donc, pour le créer, là, le collectif, ça peut être un outil, c'est-à-dire, avec une situation problème, de demander à des élèves quels sont leurs avis là-dessus, et après d'organiser, le mot est important, le verbe, organiser la confrontation. Donc de faire des petits groupes où chaque... C'est pas la foire d'empoigne. Exactement. Et ça dure pas très longtemps d'ailleurs, vous donnez des minutages à certains endroits. Oui, parce que souvent, l'écueil des enseignants, c'est aussi de dire, et à juste titre, que le travail en groupe, c'est quelque chose de très long, très fastidieux. Là, c'est un exemple de travail en groupe qui peut se faire. Alors, on propose 10 minutes. En réalité, ça peut s'adapter, mais c'est cette confrontation qui est organisée, où il ne faut pas que ça dure trop longtemps, parce que si ça dure trop longtemps, en réalité, un des élèves va arriver à imposer son avis, et donc les autres vont dire « oui, tu as raison ». Et ce n'est pas le but recherché. Le but recherché, c'est, voyant que tout le monde a un avis contraire, finalement, je ne sais plus qui a raison, et en fait, j'ai envie de savoir qui a raison, et là, l'enseignant peut arriver, soit avec une activité, soit avec un bilan de cours. Dans le livre, vous posez la question de comment on apprend collectivement, comment on apprend en classe, mais à partir d'un certain nombre d'injonctions, qui sont des injonctions faites aux élèves. Venez en cours, intéressez-vous à ce qu'on fait, motivez-vous. Si je prends motivez-vous, par exemple, parce que ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Oui, bien sûr. En fait, je pense qu'il faut... on part... passer en réalité de la vacuité des injonctions à l'ambition des actes. Ouais. Et ces injonctions que j'ouvre les chapitres avec, mais c'est parce que moi-même je les utilise parfois en fait. Voilà. Et je pense qu'on les utilise tous, c'est un peu ça. Mais c'est de se dire, oui, ça ne marche pas vraiment comme ça. Surtout quand on s'adresse avec le vous, on s'adresse au collectif, donc on ne s'y place pas, on le met à distance. C'est un peu livrer ses paroles à l'abîme d'où ne sort aucun écho en réalité. Et après, ça génère de la frustration ou de la colère, un petit peu en disant mais cette classe, elle ne répond pas, ils ne sont pas motivés, etc. Et alors l'idée, c'est de s'inclure dans le collectif en parlant avec le nous pour essayer de voir comment on peut faire. Et alors la motivation, c'est l'idée c'est un peu le bâton ou la carotte, quoi. C'est-à-dire que si vous tapez sur un pour le faire avancer, au bout d'un moment, il aura la peau tannée, il ne voudra plus avancer, ça sera un peu insensible. Et puis si vous agitez la carotte... Si tant est qu'il vous ait en plus balancé un petit coup de sabot au passage. Voilà. Et la carotte, ça pourrait être l'évaluation, la réussite. Mais en réalité, quand il va voir qu'il peut brouter l'herbe qui est à ses pieds, ça sera un peu moins bon que la carotte, mais bon, il y a moins d'efforts à faire, donc on va faire ça. Et donc l'idée, c'est d'essayer de susciter l'interdépendance, de montrer que ce qu'un élève va faire, ça va servir aux autres. Et là, tout de suite, c'est une motivation qui engage un peu plus. C'est ce que j'essaie de montrer, notamment avec un dispositif qui s'appelle la classe puzzle. Voilà. Ouais, absolument. Il y a plein de dispositifs dans le livre, parce que donc il y a ces entrées de chapitres, et puis à chaque fois, beaucoup de témoignages, pas seulement le vôtre. Vous avez donné la parole à un certain nombre de vos collègues qui racontent comment ils ou elles ont mis en œuvre un certain nombre de dispositifs. Quelque chose qui revient quand même assez souvent, c'est autour de la pédagogie de projet ou autour de la pédagogie, des pédagogies actives, et avec un aspect très complexe qui est que vous dites, quand on met les élèves en activité, c'est bien de leur faire comprendre que le but, c'est pas l'activité, c'est l'acquisition du savoir. Et là, il y a des inégalités considérables dans une classe. Oui, ça c'est un peu la dérive productiviste par laquelle on peut assister parfois à l'échelle d'une classe, mais à l'échelle même d'une société parfois. Il faut faire, sans forcément se poser la question des finalités, pourquoi on fait. Alors le métier enseignant parfois il se résume à ça, et pour les élèves c'est un peu pareil. Ils vont faire une activité, ils font, mais si vous passez pendant l'activité en leur demandant mais là pourquoi tu fais ça en fait? Je fais ça parce que c'est marqué sur la feuille, monsieur. Ouais. Non, mais pourquoi tu fais ça? Et donc, ça, alors on essaye de faire bien prendre conscience de la différence entre la tâche et l'objectif. C'est ça. Et ça, et pardon, je vous coupe, mais ça, mais aussi, et qu'est-ce que tu es en train de faire là? Je suis en train de verser un truc dans un autre, dans un tube à essai. En fait, non, c'est pas la tâche elle-même n'est pas l'objectif. Et ça, il faut bien leur faire comprendre. Le but, c'est de comprendre ce qui va se passer à l'intérieur du tube à essai. Oui. Alors, il y a plusieurs manières de faire ça. Par exemple, l'enseignant peut bien formaliser, expliciter en disant, voilà, les élèves, on va faire ça, mais l'objectif, c'est ça. Ouais. Il peut aussi faire reformuler les élèves pour que les élèves conscientisent bien ça. Mais force est de constater que la plupart d'entre eux, ils échappent à cette distinction. Et surtout, les élèves issus de catégories socio-professionnelles défavorisées, où justement, dans leur entourage proche, il n'y a pas forcément cette distinction. Ils n'ont pas ce contexte. Tâche-objectif. Et donc, c'est à nous de le faire. Et là, encore une fois, le collectif, la confrontation entre eux peut être
peut-être un outil, par exemple, à la fin d'un cours, on pourrait demander, c'est ce qu'on propose, aux élèves de formuler à l'écrit qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as appris, et quand ils livrent leur réponse à l'oral, certains élèves s'aperçoivent qu'en fait, c'est pas forcément... C'est pas exactement ce qui s'est produit. Laurent Reynaud va se retrouver après la récré. Nous, on fait des petites récrés dans la quotidienne. Je ne sais pas si vous faites pareil à Jacques Fédère. Oui, il y en a encore. Allez, super, la récré. Emma, que l'on retrouve, et une petite récré où vous nous parlez aujourd'hui d'homoparentalité, sujet polémique, s'il en est. Oui, il y a les polémiques, les critiques, l'homophobie parfois, et puis d'un coup, il y a la parole d'un enfant, et hop, 3 mots, et ça permet d'y voir plus clair. Coucou, moi c'est Pablo, j'ai 3 ans et demi, j'ai 2 mamans. Et tout va bien. À demain. Et tout va bien. Et tout va bien. Alors, je voulais trouver des chiffres sur l'homoparentalité, mais figurez-vous que c'est difficile, puisqu'en 2019, l'INSEE table sur 31 000 enfants qui ont des parents homosexuels, quand l'Association des familles homoparentales parle, elle, de 250 000 enfants. Donc, ça fait pas de une légère différence. Précis, mais une certitude, ça existe. Oui, ça absolument. Et d'ailleurs, le modèle de la famille homoparentale se démocratise de plus en plus. Ça, c'est quelque chose qu'on voit sur les réseaux sociaux. Beaucoup sur les réseaux sociaux, pas mal de familles homoparentales, notamment sur TikTok, de plus en plus répandues, et même dans les dessins animés. Regardez, le 6 septembre dernier, en Grande-Bretagne, les fans de Peppa Pig ont pu apercevoir la première famille homoparentale du dessin animé. Le personnage s'appelle Penny Polar Bear et elle a 2 mamans. Extraordinaire. Ouais, c'est sympa. Merci, Emma. Merci à vous. On va continuer évidemment avec Laurent Reynaud. Comment faire classe? Je suis tout troublé en fait par les Peppa Polar Bear. Voilà. On fait de l'anglais, c'est d'actualité. Laurent Reynaud, la suite du Grand Oral. Si vous vous intéressez un peu à la pédagogie, au-delà des clichés colportés par ceux qui ont inventé le terme de pédagogiste, eh bien vous le savez, beaucoup de pédagogues, justement, n'essayent pas de faire la leçon à la terre entière. Au contraire, ils partagent leurs questions, ils partagent leurs tâtonnements. Et c'est le cas de Laurent Reynaud, professeur de SVT au lycée Jacques Fédère d'Épinay-sur-Seine. C'est en Seine-Saint-Denis. Il publie en cette rentrée Faire collectif pour apprendre, des clés pour mettre la coopération au service des apprentissages. C'est un ouvrage qui est coédité par ESF et par les cahiers pédagogiques. Vous êtes professeur de SVT, je le disais. Quand et à quel moment on passe de « je suis professeur, j'enseigne » à ce statut alors d'enseignant-chercheur, pas au sens de l'enseignement supérieur, où on produit de la recherche, mais quand même de l'enseignant qui cherche, qui est conscient qu'il cherche et qui essaye de partager ce qu'il trouve avec les autres? Oui, c'est quand on se confronte aux difficultés, quand on voit que... Mais pas que, pardon, je vous coupe, mais voilà. Oui, vous avez plein de collègues qui le font, vous en avez aussi plein qui ne le font pas. Donc vous, ça a été quoi les déclics? Oui, alors je pense que c'est se confronter aux difficultés initialement qui crée un peu justement un questionnement, et ce questionnement, soit on s'isole un petit peu et puis finalement on est un peu résigné, quoi. Voilà. Et encore une fois, là, c'est le collectif, mais cette fois-ci le collectif enseignant qui peut être la clé, c'est-à-dire de partager son questionnement, ses difficultés, et donc d'essayer d'inventer en permanence, pas inventer à partir de rien, parce qu'il y a des travaux de pédagogues qui sont faits, des chercheurs aussi, mais c'est comme ça d'aller à la fois encore osciller entre la pratique et la théorie, aller se renseigner auprès de chercheurs ou d'écrits, et en même temps, avec son petit collectif d'enseignants, d'essayer de réinterroger, de tester, d'améliorer ou pas certaines pratiques. Voilà. Et je pense que dans ce livre, et tout comme dans votre formation, c'était très présent cette dimension? Vous ne seriez pas le premier à pas dire que du bien de la formation sur ce plateau. Donc, Si, mais justement, je pense qu'en fait, dans la formation, il y a un peu de ça. La question, c'est peut-être... On n'est pas prêt à l'entendre à ce moment-là? Oui, c'est possible. Voilà, il peut y avoir ça. Après, il y a la formation continue qui est quand même présente. Mais voilà, il y a des collègues aussi qui ne vont plus trop en formation, d'autres au contraire qui y vont. Ça... C'est très hétérogène en somme. Oui, voilà. Mais il y a une injonction quand même dans les injonctions que vous reprenez, qui sont faites aux élèves, qui est travailler ensemble. On pourrait renvoyer la chose aux enseignants. Oui, alors, à une condition peut-être, c'est qu'il peut y avoir l'envie de travailler ensemble. Alors, on pourrait par exemple imaginer des co-formations dans les établissements scolaires, mais encore faut-il laisser le temps aux équipes de se concerter et d'échanger là-dessus. Et encore une fois, je pense qu'il n'y a pas une méthode, en tout cas c'est ce que ce livre essaye de partager, il n'y a pas une méthode pédagogique, parce qu'on voit au fil des modes ou des périodes, il y a toujours une méthode pédagogique qui ressort et qui est incarnée par quelqu'un. Je pense qu'il n'y a pas vraiment une méthode, sinon on le saurait, c'est plutôt des partages de pratiques qu'on doit réinventer, s'approprier et moduler, et à mon avis, elle est là, l'exigence vraiment éducative, c'est s'adapter au public, c'est-à-dire faire varier des pratiques en fonction du contexte, de nos envies aussi. Quand vous mettez en place un dispositif de classe coopérative, les élèves apprennent les uns des autres,
guidés par vous, et puis par moments, vous leur apprenez des choses frontalement aussi, j'imagine qu'il y a ces périodes-là. Mais si les collègues dans la salle d'à côté ne le font pas du tout et que ce n'est pas coopératif, ils sont dans quelque chose de très vertical, alors, c'est pas tout à fait des enfants, vous êtes au lycée, mais enfin, comment ils s'y retrouvent? Ils ne sont pas un peu paumés? Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un peu plus de front commun pédagogique? Exactement, mais c'est une question qui est intéressante parce que quand on s'est lancé dans les pédagogies coopératives avec les collègues, là on a fait donc des classes coopératives, on s'est posé nécessairement cette question. C'est que les élèves après allaient continuer leur parcours scolaire sans forcément bénéficier des mêmes pédagogies. Bon, donc on était inquiet de ça, force est de constater qu'en réalité les élèves s'adaptent et donc du coup très vite ils reconnaissent l'enjeu de l'enseignant ou qu'est-ce qu'il faut faire. Avec M. Reynaud c'est coopératif et avec M. Truc ça l'est moins. Voilà. Oui, et encore, c'est pas tout le temps coopératif, comme vous le disiez. Donc, tout comme les autres collègues, c'est pas forcément. Enfin, bon, voilà. Ouais. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que, en effet, ils se réadaptent, mais il y a quand même un vécu qui reste, une expérience qui reste, et on voit comme ça parfois irradier ou essaimer quelques pratiques, même d'élèves qui vont dire, mais est-ce qu'on peut finalement essayer de travailler en groupe là, ou etc. Donc, ça veut dire qu'eux-mêmes intériorisent quelques fonctionnements, quelques réflexes pour travailler ensemble, et c'est tout l'enjeu du coup de cet ouvrage, de montrer que le collectif, c'est quelque chose qui s'apprend. Et on ne peut pas l'abandonner soit au statut de préalable, soit de spontané. Ouais. Ça s'apprend, le collectif, ça s'apprend, et aussi faire collectif, ça permet d'apprendre, c'est le titre du livre, oui. Des clés pour mettre la coopération au service des apprentissages. On voyage un petit peu dans la quotidienne à la découverte de pédagogie dans le monde entier, parce qu'on n'est pas les seuls en France à se poser des questions. Si vous voulez bien, on va accueillir Marie-Olivier pour son cours particulier, et je remercie évidemment Emma. Merci. Le cours particulier de Marie-Olivier. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Très heureux de vous retrouver. On était au Rwanda la dernière fois, on part aux États-Unis. Maintenant, vous allez nous faire explorer les écoles Sudbury. Exactement. L'histoire commence dans la ville de Framingham, dans le Massachusetts, aux États-Unis, en 1968. Le couple Greenberg, Daniel et Anna, tous deux professeurs à l'université de Columbia, ainsi que John Rubin et Mimsky Sadowski, décident de créer un système scolaire qui soit plus juste et qui donne plus de liberté individuelle à l'enfant. Ils s'appuient notamment sur les observations de leurs propres enfants. Et ils créent la Sudbury Valley School. Exactement, quel accent. En 1968, il y a 130 élèves de la Sudbury Valley School. Aujourd'hui, il existe une 60aine d'écoles à travers le monde. La majorité sont aux États-Unis, mais on en retrouve aussi en Australie, en Belgique, en France, au Canada, en Suisse, au Japon ou en Allemagne. Alors vous le disiez, donner plus de liberté individuelle à l'enfant, plus de justice dans les apprentissages. Comment ils s'y prennent ? Alors déjà, je vais vous dire pourquoi les fondateurs de la Sudbury Valley School veulent plus de liberté et de justice. Tout simplement parce qu'ils partent d'un postulat de base, proche de celui de Maria Montessori, d'ailleurs fondatrice de la pédagogie du même nom. Ils disent « Les enfants doivent être considérés comme des personnes à part entière et non comme des formats miniatures d'adultes qu'on ne devrait pas prendre au sérieux. » Et à partir de là, l'approche Sudbury est basée sur 3 grands principes, la liberté éducative, la gouvernance démocratique et la responsabilité personnelle. Donc si on prend la liberté éducative, pour commencer, comment cela se décline ? Eh bien, c'est simple, les enfants font ce qu'ils veulent tout le temps. D'accord. Donc si je veux jouer au foot toute la journée, je peux ? Vous avez le droit, et si à tout hasard... Où est-ce qu'on s'inscrit ? Si à tout hasard, vous avez aussi envie de jouer à un instrument de musique, par exemple du violon, c'est pareil. Et si vous voulez arriver à 11h du matin à l'école, vous pouvez. Mais plus sérieusement, il n'y a pas de programme, il n'y a pas de cours, il n'y a pas d'évaluation. Il n'y a rien de tout cela. Le seul programme de Sudbury, globalement, c'est la vie. Les enfants qui ont entre 4 et 19 ans ne sont d'ailleurs pas séparés par classe ni par tranche d'âge. Il n'y a pas de salle de classe traditionnelle non plus. Il y a des espaces où les élèves font ce qu'ils veulent. Ils ont en revanche accès à des livres, à du matériel pour faire des activités ou à des cuisines, par exemple. Et donc si c'est complètement libre, il n'y a pas d'enseignants ? C'est complètement libre et c'est là qu'intervient vraiment le 3e principe dont je vous parlais des écoles Sudbury, le principe de responsabilité. Dans ces écoles, chaque enfant est maître de ses apprentissages, donc c'est un peu comme Montessori, mais on va bien plus loin dans la liberté d'action. Oui. Et l'équipe encadrante, entre guillemets, fait aussi ce qu'elle souhaite de ses journées. D'accord, parce que l'équipe de l'école est donc au même niveau que les enfants et donc elle a les mêmes droits. Oui, complètement. En fait, on rejoint vraiment là le 2e principe dont je vous parlais tout à l'heure. J'espère que vous avez suivi. L'approche démocratique. L'approche démocratique, le 2e. Très bien. Les membres du personnel et les élèves sont au même niveau. Ils se réunissent chaque semaine lors d'une réunion appelée le conseil d'école. Il se passe quoi dans ce conseil d'école ? Alors, ils votent les règles de l'école, les budgets. Ils décident d'engager des membres du personnel, par exemple. Ils traitent aussi les affaires courantes de l'école, la vie quotidienne. Et je le redis, chaque enfant a un vote qui est égal à ceux des adultes. Donc chacun prépare ses arguments, se justifie. Et en tout cas, les adultes n'ont aucun pouvoir ou droit de veto final. C'est vraiment bien vous croire sur le fait que c'est extrêmement responsabilisant. Mais est-ce que c'est bénéfique ? Est-ce qu'on apprend quand même des choses ? Est-ce qu'elle sert à quelque chose, cette liberté ? Alors, c'est vrai que c'est déroutant, puisqu'on se dit, mais qu'apprennent-ils d'autres si, par exemple, ils choisissent d'aller pêcher toute la journée ? Je vous cite cet exemple parce que ça a vraiment existé. Il y avait un enfant qui était monomaniaque de la pêche et qui ensuite a fait de l'informatique, qui a ensuite monté une boîte informatique. Mais en fait, c'est cela qui est vraiment qui fondent les écoles Sudbury, c'est d'avoir confiance en la curiosité d'apprentissage de l'enfant.
une curiosité. Mais voilà, donc à un moment, j'apprends à lire parce que j'ai décidé d'apprendre à lire. Oui, c'est ça. Et je peux attendre d'avoir 13 ans. Exactement. Par exemple, Laura Poitras a appris à lire à 13 ans. Et c'est Laura Poitras. Ça me dit quelque chose, son nom. Elle a fait un documentaire. C'est une grande réalisatrice documentaire qui a d'ailleurs reçu un Oscar en 2015 pour son film Citizenfour. Et oui, sur Edward Snowden. Exactement. Et donc, la plupart des élèves des écoles Sudbury, environ 80%, choisissent d'aller à l'université. Donc voilà, ils prennent finalement des... Alors, il y en a qui sont du coup chercheurs, il y en a d'autres qui sont dans des métiers d'art, d'artisanat ou encore qui se dirigent vers l'entrepreneuriat. Merci beaucoup. Marie, il y a eu une tentative, je crois, en France, d'apporter un petit peu sous le nom d'école démocratique. Exactement. Qu'est-ce que vous pensez, vous, en tant que pédagogue, de ce côté, l'enfance s'empare entièrement de la chose? Il y a le lycée autogéré de Paris, qui n'est pas super loin de tout ça, mais enfin, il y a quand même des cours au lycée autogéré de Paris. Oui, alors, des vrais profs. Donc, sur les principes, le conseil d'élèves, j'en parle dans l'ouvrage, donc je pense qu'au contraire, là, c'est à l'apprentissage de la vie démocratique collective, donc c'est quelque chose d'intéressant à faire. Vous dites d'ailleurs que les délégués de classe, vous leur faites un sort assez extraordinaire. Oui, je ne fais pas un sort à ça, je réinterroge en fait en disant que vous dites en gros qu'on ait des délégués parce qu'il y a la démocratie représentative, mais bon, c'est intéressant pour 500 personnes, mais pour 20, on peut organiser quand même une discussion à 25 personnes. Oui, exactement. Et qu'en plus, comme on ne leur donne pas un pouvoir réel, tout ça est peut-être contre-productif. Enfin, je résume. Oui, d'autant plus que les délégués, on s'aperçoit que c'est toujours les mêmes, de manière récurrente, d'une année sur l'autre. Par conséquent, on forme quand même un certain nombre d'élèves, très peu, à la représentation. Et voilà, c'est ça. Donc sur les conseils d'élèves, je trouve que c'est assez pertinent. Après, sur le fait de tout miser sur la curiosité intrinsèque des élèves, il y a, à mon avis, un petit risque à cela, c'est l'enfermement un peu socio-culturel. C'est-à-dire que... Ça marche avec certains milieux, par ailleurs. Voilà, Parce qu'on ne peut pas contester que ça fonctionne. Enfin, on voit le parcours de certaines personnes. Oui, alors, ça ne fait pas des adultes malheureux, idiots, méchants, incultes. Oui, si on se focalise sur l'individu, alors peut-être que ça fonctionne. Ouais. Encore faut-il établir des critères. Mais si on se focalise sur un autre enjeu qui est aussi l'enjeu de l'école publique, c'est de faire société. Alors en effet, là, il y aura du vivre ensemble, mais pour le faire ensemble, c'est une autre histoire. Et je pense qu'on doit maintenant s'atteler aussi à ça, à avoir une ambition plus large, et donc du coup de mettre l'école aussi au service de comment faire ensemble pour faire société, et pas uniquement vivre ensemble dans des trajectoires parallèles, quoi. Voilà. Un vrai projet politique, comme toujours, derrière un projet pédagogique. Faire collectif pour apprendre, des clés pour mettre la coopération au service des apprentissages, c'est chez ESF, je vais y arriver, coédité par Cahiers Pédagogiques. Laurent, merci beaucoup de nous avoir rendu visite. Laurent Reynaud, qui est professeur de sciences des vies et de la terre au lycée Jacques Fédère d'Épinay-sur-Seine, c'est en Seine-Saint-Denis. Marie, merci beaucoup. Merci. Prochaine étape du voyage dans quelques jours. Merci aussi à toute l'équipe. Au maquillage, à Laure Audemont, en régie, à Marie Plantec qui a préparé cette émission, et là elle est assistée par Roxane Sarfati, au son Saïd Mamou, à la réalisation Benjamin Michel et Xavier Sanchez. Vous restez sur School TV évidemment, et nous vous nous retrouvez en permanence sur internet et sur les réseaux sociaux.